Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire à l'attention des actionnaires et investisseurs de la société Mon Courtier Énergie. Je suis Mathilde Boin, en charge de la communication financière de la société. Je suis accompagnée de Charlie Evrard, fondateur et président directeur général, et Guillaume Rault, directeur général délégué. Tous deux vont à présent faire un point sur les résultats financiers semestriels 2023, les dernières actualités de la société et ses perspectives. Et à l'issue de cette présentation, le management se tiendra à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci de poser vos questions par écrit dans l'onglet « Questions » qui se trouve en bas de votre écran. Je passe maintenant la parole à Charlie. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. L'objectif avec Guillaume, c'est bien sûr de vous présenter nos résultats du premier semestre 2023. Et pour commencer, on va juste refaire un petit retour en arrière pour que tout le monde soit bien certain de bien comprendre notre activité. Donc moi, je suis Charlie Evrard, donc je suis le fondateur et le PDG de Mon Courtier Énergie. C'est une société qui a été créée en 2007 maintenant et dans laquelle j'évolue. Et donc Guillaume qui m'accompagne ce soir. Bonjour à tous, je suis Guillaume Rault, je suis directeur général délégué de Mon Courtier Énergie. J'ai rejoint l'aventure en 2019 dans l'optique de créer et développer le réseau en licence de marque de l'ensemble de nos agences sur le territoire. Donc Mon Courtier Énergie, désolé pour ceux qui me connaissent déjà, mais l'objectif c'est de pouvoir partager avec tout le monde les informations principales. Donc on parle de 4 années de croissance aujourd'hui, donc c'est une société qui a été créée en 2017 et qui s'est développée donc sous la forme d'un réseau de licence de marque comme Guillaume l'a introduit en 2019. Aujourd'hui, on emploie directement et indirectement un peu plus de 150 personnes, donc il y a une cinquantaine de personnes au siège et une centaine de personnes qui travaillent dans nos agences, que vous pouvez voir sur la carte de droite. Pour ceux qui ont suivi, donc aujourd'hui on a 26 agences, on y reviendra par la suite, mais on a eu la chance de pouvoir ouvrir 3 nouvelles agences pendant le premier semestre. On accompagne un peu plus de 28 000 clients entreprises. On travaille essentiellement pour accompagner les entreprises sur les sujets énergétiques. Et puis on a laissé nos chiffres de 2022. Un peu de teasing pour après sur le S1, mais en gros 2022 c'était 19,2 millions de chiffres d'affaires, avec un chiffre d'affaires qui avait quasiment fait x2 par rapport à 2021, et une activité qui a quasiment toujours été rentable, et qui a atteint un résultat d'exploitation de 2,4 millions en 2022. Ce qui est important aussi à ce stade, c'est de se rappeler que nous sommes membres de la French Tech, de BPI, et nous sommes aussi un des membres fondateurs du syndicat des courtiers en énergie, qui est un syndicat professionnel qu'on a créé avec quelques-uns de nos opérateurs. Et pour finir, avant de passer au slide suivant, un petit rappel sur notre présence également en Espagne, sur laquelle on reviendra par la suite. Donc notre métier, c'est vraiment d'accompagner les entreprises sur la chaîne de valeur de l'énergie. Donc c'est important que tout le monde le comprenne bien. Vous avez différents acteurs, des producteurs, on en parle beaucoup, notamment en ce moment avec EDF et le parc nucléaire. Vous avez ensuite toute la partie transport et distribution. Et puis en bout de chaîne, des fournisseurs d'énergie qui vont finalement proposer des offres et facturer les consommateurs finaux, qui peuvent être des particuliers ou des professionnels. Encore une fois, nous, on accompagne les professionnels dans cet environnement énergétique en essayant d'optimiser leurs coûts d'énergie, que ce soit en travaillant sur le prix, en travaillant sur les différentes solutions qui peuvent être proposées par les fournisseurs, en optimisant parfois les autres aspects de leur facture, notamment les coûts logistiques. Et donc, c'est dans ce schéma-là qu'on intervient. Donc, on n'est pas fournisseur d'énergie, on est vraiment un tiers de confiance qui va accompagner les clients sur les sujets énergétiques. Et donc là, on retrouve justement notre mission, donc d'accompagner les clients sur la globalité de leur budget énergétique. Encore une fois, en travaillant sur la partie achat, sous la forme de courtage. Donc, c'est une activité qui ressemble à d'autres métiers de courtier. On va mettre en concurrence les différents fournisseurs avec qui on travaille, proposer les différentes solutions portées par ces fournisseurs et du coup mettre en relation finalement les consommateurs et les fournisseurs. Dans ce cadre-là, on est rémunéré par les fournisseurs d'énergie en tant qu'apporteurs d'affaires pour faire grandir leur portefeuille ou le fidéliser. On a ensuite un deuxième aspect qui est très important pour fidéliser nos clients notamment, c'est la partie gestion et optimisation des contrats. Donc dans ce cadre-là, on va accompagner nos clients dans leur vie au quotidien, dans la relation avec les fournisseurs, dans la gestion de leur prévision budgétaire de l'énergie, dans la surveillance de leur consommation ou de la puissance qu'ils vont consommer jour après jour pour essayer d'optimiser au mieux leur consommation et leurs relations contractuelles. Et puis un dernier aspect qui est un peu plus récent, mais encore une fois, c'est un sujet sur lequel on reviendra, qui est lié à la transition énergétique.
c'est un sujet qu'on a initié en 2022 et qu'on a commencé à vraiment développer cette année. Et j'y reviendrai par la suite. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment de travailler et d'apparaître aux yeux de nos clients entreprises, donc des 28 000 entreprises qu'on accompagne, comme un tiers de confiance qui permet de réduire l'ensemble du coût énergétique. Si on revient un peu sur le marché, Guillaume. Notre activité, on s'inscrit dans un contexte de libéralisation des marchés de l'énergie en Europe. On est passé en France progressivement des années 2000 où on avait 2 fournisseurs historiques, EDF, GNF, que tout le monde connaît, à aujourd'hui un marché beaucoup plus atomisé avec 52 fournisseurs en électricité et 38 fournisseurs en gaz naturel. Donc, il y a eu des grands jalons dans cette ouverture du marché, comme la loi NOM ou la fin des tarifs réglementés pour les entreprises. Et c'est vrai que lorsqu'on interroge nos prospects, ils sont rares à pouvoir citer plus de 3, 4 ou 5 fournisseurs, alors qu'il y en a une multitude. Chaque fournisseur d'énergie va aller rechercher certaines typologies de clients, que ce soit des multisites, des clients individuels. Et du coup, ça montre un marché plutôt propice à nos activités de courtage. Ce marché du courtage aujourd'hui en France, il est encore assez restreint. On l'estime à 5% aujourd'hui du marché qui serait adressé par ces courtiers. Lorsqu'on le compare à nos voisins européens ou ex-européens, on est bien en deçà. Il y a 35% du marché qui ont recours en Belgique à des activités de courtage et près de 70% au Royaume-Uni. Si on fait un petit comparatif avec les activités de courtage en immobilier, dans les années 2000, ils étaient autour de 6% et en 2021, c'était près de 40% des acteurs qui avaient recours à un courtier dans ce marché de l'immobilier. Sur le potentiel du marché adressable, donc on détermine, nous, un marché adressable d'environ 2,4 millions de points de livraison, donc de points unitaires de consommation. Lorsqu'on enlève, donc on arrive à ces 2,4 millions en enlevant toutes les institutions publiques que l'on n'adresse pas aujourd'hui, et puis tous les grands comptes privés, les très grands comptes qui vont avoir déjà internalisé des services d'achat d'énergie. Et donc dans ce potentiel de 2,4 millions de points de livraison, mon courtier énergie, c'est seulement 1% aujourd'hui des parts de marché avec ses 24 000 PDL, aujourd'hui 28 000. Voilà, on a encore un tout petit peu plus. Et donc on a encore beaucoup à faire pour aller capter une part importante de ce marché. Il reste beaucoup à faire. Donc sur notre business model en tant que tel, donc mon courtier énergie, c'est une licence de marque, enfin, c'est un modèle de développement sous la forme de licence de marque. Et donc notre métier au niveau du siège, donc la 50aine de collaborateurs qui travaillent dans nos bureaux bordelais, c'est vraiment d'organiser la mise en relation entre des fournisseurs d'énergie et des consommateurs via une plateforme technologique, nos offres, et puis surtout via notre réseau de licenciés de marque qui va commercialiser sur le terrain nos offres. Donc la conception des offres, c'est notre métier. La formation des agences, la mise en place d'une plateforme technologique, c'est notre métier. Et ensuite, c'est vraiment notre réseau qui va être en proximité. C'est vraiment un choix stratégique qu'on a effectué au moment du lancement en 2019 sous la forme d'un réseau. C'est de se dire qu'aujourd'hui, avec mon courtier énergie, on pouvait donner à nos clients un accès à une expertise métier technique importante et puis une présence locale auprès de ces consommateurs. Si on rentre dans le détail des différentes parties prenantes avec lesquelles on travaille, donc il y a forcément au premier lieu, en tout cas sur l'activité de courtage, qui reste une activité, l'activité principale du groupe, la relation avec les fournisseurs. Donc aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 20 fournisseurs d'énergie. Notre portefeuille fluctue, mais globalement, on a une vingtaine de fournisseurs. Qu'est-ce qu'ils vont chercher chez nous? C'est globalement un canal supplémentaire pour capter de nouveaux clients. Ils vont aussi bien apprécier notre capacité à être à proximité des clients, puisque c'est pas forcément toujours le cas. Aujourd'hui, avec plus d'une centaine de commerciaux, finalement, on est plus nombreux que la grosse majorité des fournisseurs, qui vont souvent être plutôt une cinquantaine de personnes au siège, avec des commerciaux qui vont traiter uniquement les grands industriels ou les grands consommateurs. Donc, on leur offre aussi cet accès-là. Et puis aussi, ce qui est important pour nous et ce qui a fait la force de notre développement, c'est notre capacité à rapporter des dossiers propres, bien automatisés, bien vérifiés, avec des process qui sont très clairs, et beaucoup d'automatisation, notamment via la plateforme que Guillaume va vous présenter très rapidement par la suite. Et ce qui est important pour nous, c'est deux choses, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi la capacité, outre d'amener des nouveaux clients, de fidéliser des clients. Donc, l'ensemble des fournisseurs avec qui on travaille nous donne accès à la capacité de renouveler les clients qu'on leur a apportés. Donc, ça, c'est très important pour notre modèle de développement, parce que ça nous permet aussi de nous assurer
un business sur du long terme. Et puis, forcément aussi notre capacité à diversifier notre portefeuille de fournisseurs. Ce qu'on peut voir sur le diagramme du milieu, on n'a jamais, enfin en tout cas c'était sur la période 2020-2022, mais on avait une origine de fournisseurs bien différente, bien diversifiée, pour pouvoir avoir un modèle dérisqué. Si on passe à la partie agence, Guillaume. Oui, on a choisi de développer le réseau sous un modèle de licence de marque. Et donc, du coup, ça induit un partage des tâches entre une tête de réseau basée aujourd'hui à Bordeaux qui compte 50 personnes et puis un ensemble d'agences aujourd'hui au nombre de 26. Côté siège, on va standardiser l'ensemble des process, on va mettre à disposition une plateforme technologique que je vous décrirai tout à l'heure. On va s'occuper de tout ce qui a trait à la notoriété de la marque Mon Courtier Énergie et puis aider les agences et se charger de la formation des équipes. À ce titre, on est organisme de formation agréé Calliope. Côté agence, ils vont se charger de gérer leur PNL, de gérer toute la partie RH, recrutement et puis primo formation. Et puis bien évidemment de prospecter leurs clients et puis de faire rayonner leur agence au niveau régional. Aujourd'hui, une agence, elle est bénéficiaire au bout de 12 mois. On voit sur la droite du slide une agence type qui est aujourd'hui constituée d'un directeur, d'une personne pour le back-office et de 5 courtiers en moyenne. Et puis du nombre d'agences qui a connu une croissance assez importante avec en 2022 une pause sur le recrutement de nouvelles agences pour se concentrer sur la rentabilité de ces dites agences qui s'établissaient à 522 000 euros de chiffre d'affaires moyen par agence en 2022 et ce qui nous a permis ensuite de redémarrer une politique de croissance en termes d'agences, ce que l'on a commencé à faire avec, vous le verrez, le recrutement de nouvelles agences. Notre clientèle, donc aujourd'hui, on compte 28 000 clients. On a acquis 4 000 nouveaux clients depuis le début de l'année 2023. Un client moyen chez nous, c'est 420 MWh par an. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est près de 200 foyers résidentiels en consommation moyenne. On se répartit, donc les secteurs d'activité les plus représentés chez nous, ça va être la santé, l'immobilier, notamment les syndics de copropriété, et puis des commerces et puis des services. Et qu'est-ce qu'on va leur apporter à ces catégories de clients? On va leur apporter clairement un gain de temps, une qualité de conseil, une stratégie sur mesure et puis un accès aux meilleures offres d'un ensemble de fournisseurs. Tout ça avec un service de courtage qui reste gratuit. La plateforme technologique, on vous a mis autour de cette plateforme les trois acteurs pour qui ça va faciliter la vie. Les fournisseurs, ça va leur permettre de discuter avec nous de manière très automatisée et puis de déverser dans notre outil ou de nous donner accès à l'ensemble de leurs données de prix. Côté agence, ça va leur permettre derrière d'avoir en instantané quasiment, de pouvoir formuler un comparatif auprès de leurs clients. Et puis à la tête de réseau, de contrôler l'ensemble de tous les documents et de tous les comparatifs qui vont émaner de ce même outil. Donc ça va nous donner un outil de contrôle très important, notamment au regard de la marque Mon Courtier Énergie. Et ça va faciliter la vie et nous donner une rapidité d'exécution très importante. On a essayé de vous schématiser le rendu de notre outil. Donc on peut le décomposer en 3 parties principales, notamment une actualité, de recontextualiser déjà pour le compte de nos clients ce marché énergie, qu'il soit gaz ou électricité. Ensuite, on va détailler l'ensemble des offres et des fournisseurs qui souhaitent répondre à nos consultations en détaillant au maximum. Notre objectif reste véritablement d'inclure l'ensemble des composantes de prix, d'indexation, de durée et les spécificités des offres des différents fournisseurs afin de donner à nos clients la capacité de réaliser un vrai choix en connaissance de cause et de comparer des choses qui sont comparables, et puis de jauger éventuellement les différents niveaux de risque que peuvent impliquer telle ou telle offre. Donc si on fait le bilan du premier semestre, donc encore une fois, ça c'est la partie présentation. Pour nous, c'était important de recontextualiser pour des gens qui n'auraient pas conscience de notre activité. Mais si on va se focaliser maintenant sur qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'année, donc outre notre introduction en bourse au cours du mois de mai qui nous a demandé pas mal d'énergie, on a quand même continué à travailler, à se développer. Donc on peut voir qu'aujourd'hui ça correspond finalement au plan de marche qu'on avait présenté pendant l'IPO.
Donc, on en a parlé, il y a 3 axes pour nous de développement dans le cadre de la levée de fonds. Le premier, c'était le renforcement du maillage commercial et notamment les KPI qui vont nous intéresser sur cet aspect-là, c'est les nouveaux clients. Donc, on parle de plus de 4000 nouveaux clients acquis au cours du premier semestre, des clients B2B encore une fois, avec un spectre de clientèle, Guillaume l'a évoqué tout à l'heure, qui est assez large, encore une fois, entre des petits consommateurs et des grands groupes. Donc, on a continué à travailler sur la croissance, mais sur l'ensemble des segments. Et puis, ce qui est aussi important pour nous, parce que c'était un objectif qu'on avait clairement développé pendant l'IPO, c'est de continuer de reprendre la croissance en termes d'agence. Guillaume l'a exprimé précédemment, mais en 2022, on avait eu uniquement une nouvelle agence, mais c'était volontairement, c'était la volonté de la stratégie de la société. Et aujourd'hui, donc à fin juin, on peut déjà vous dire qu'on en a ouvert 3 nouvelles à Chambéry, Grenoble et Sarlat. Donc, pas forcément dans des grandes communes comme on avait historiquement, mais l'objectif pour nous, c'est vraiment d'être plus près de nos clients B2B et de continuer le maillage. Pour vous rassurer, même si c'est pas l'objectif. Donc pour rappel, on a comme objectif d'avoir 40 agences à fin 2025. Et donc on est déjà sur une bonne trajectoire. On a déjà pas mal de nouvelles agences qui sont soit déjà ouvertes depuis le 30 juin, soit qui vont s'ouvrir dans les prochaines semaines pour continuer notre développement, sachant que l'ouverture d'une agence, c'est aussi important pour nous parce que ça nous permet d'avoir un objectif, un objectif de croissance sur du long terme. L'impact n'est pas direct sur nos chiffres, ça prend du temps de développer une agence, de créer une notoriété locale, de recruter les équipes. Donc c'est aussi pour ça que pour nous, cette année, c'est vraiment une année où on veut ouvrir beaucoup plus d'agences que l'année dernière. L'autre aspect important pour nous, c'est l'activité de transition énergétique. Donc on avait initié au début de l'année une campagne de recrutement pour former une nouvelle équipe dédiée à cette activité-là, qui est une activité plus ou moins nouvelle. On a commencé en 2022, mais il y avait une personne. Aujourd'hui, il y a 8 personnes qui travaillent au quotidien sur cette activité-là, avec l'objectif d'avoir l'expertise en interne et puis d'avoir la capacité à proposer des solutions qui sont intéressantes. Et donc là, on a commencé à lancer du coup fin juin, début juillet, nos nouvelles offres. On va communiquer sur ces nouvelles offres dans les prochaines semaines. Mais globalement, on est vraiment content de cette phase de préparation. Et on est en train de tester la commercialisation de nos nouveaux produits liés à la transition énergétique depuis, encore une fois, on va dire la rentrée. Sur la partie internationale, on a initié le lancement de l'activité d'un point de vue juridique en 2022. Par contre, c'est vraiment cette année qu'on a commencé à développer notre présence. Donc, avec l'implantation était déjà existante, mais en tout cas avec le recrutement de nouveaux courtiers, soit au siège qui est basé à Madrid, mais également dans des agences, dans d'autres villes. Donc, on a notamment une personne qui travaille aujourd'hui sur la Catalogne. Et puis, on a commencé à signer nos premiers contrats avec les clients finaux. Il y a aussi tout le travail de fond, forcément, qui est le fait de continuer à gérer notre relation avec les fournisseurs, de travailler sur le développement de la plateforme que Guillaume a décrit précédemment. En tout cas, on commence à voir les premiers résultats, on va dire, du travail qui a été effectué en Espagne. Et puis, d'une manière générale, on continue. Vous avez, je pense, compris que le recrutement ou le développement de notre activité, c'est un sujet clé. Et donc, on a été certifié Great Place to Work en 2023 avec la 28e place du classement dans la catégorie des entreprises qui nous concernent, donc de 50 à 250 salariés. Et c'est un vrai sujet pour nous parce que les enjeux de croissance passent forcément par des enjeux de recrutement. Et donc, outre l'activité de transition énergétique sur laquelle on a prévu des recrutements, il y a aussi des grosses campagnes de recrutement qui sont actuellement en cours au niveau des courtiers pour permettre à nos agences de nous aider à atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés pour 2025. Si on rentre dans le détail des chiffres, on peut dire que sur S1, on a conservé notre ADN financier, c'est-à-dire la capacité à croître tout en étant rentable. Donc historiquement, on était passé de 1,6 million d'euros de chiffre d'affaires à 19,2 millions d'euros en 2022, avec une rentabilité qui s'était améliorée. Cette année, sur le premier semestre, donc on a atteint un chiffre d'affaires de 10,4 millions d'euros, donc une croissance importante pour une activité comme la nôtre, plus de 23% sur le premier semestre, tout en conservant la rentabilité, ce qui était vraiment clé. Donc forcément, dans le contexte aussi d'IPO, on avait aussi prévu d'avoir une rentabilité qui pouvait se dégrader dans cette phase d'investissement, ce qui a été le cas.
mais la dégradation est limitée et on conserve un résultat d'exploitation proche du million d'euros sur notre activité, malgré les investissements. Donc, on est satisfait de ces résultats qui correspondent, encore une fois, au plan de marche qu'on avait présenté dans le cadre de l'IPO au mois de mai. Si on continue et qu'on va un peu plus dans le détail sur le chiffre d'affaires, donc sur les 10,4 millions d'euros, 3% sont liés à la transition énergétique. Pour rappel, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de croître sur cette partie-là, et puis également sur l'international, où pour l'instant, forcément, c'est une activité naissante qui représente à peu près 1% de notre chiffre d'affaires. On peut retrouver aussi au niveau de l'analyse du compte de résultat l'augmentation des charges d'exploitation, principalement liée au recrutement en interne. Nous, on a pas mal recruté dans nos effectifs. On était à peu près une trentaine, un peu moins d'une trentaine à la même époque l'année dernière, donc forcément ça a un impact. Mais c'est pour nous l'investissement nécessaire pour pouvoir atteindre nos objectifs en termes de croissance, notamment en France. Et encore une fois, on a maintenu une rentabilité positive sur le premier semestre, avec un résultat d'exploitation un peu inférieur à 1 million d'euros, et puis du coup un résultat net qui en découlerait de 600 000 euros, 634 000 euros à date. Sur la partie bilan, forcément, c'est aussi lié avec notre activité. On a renforcé de façon très significative notre trésorerie à fin juin, avec notamment les fonds qui ont été levés. Sinon, dans le reste des analyses, alors à part peut-être que vous aurez des questions précises sur cette partie-là, mais il n'y a pas de grosse différence par rapport à notre business historique et par rapport à la façon dont on présentait les bilans. On a toujours un business qui n'est pas forcément, sur la partie courtage en tout cas, très demandeur de cash, puisque finalement, nous, on va être rémunéré par les fournisseurs et on va rémunérer les agences à partir du moment où on a été rémunéré par les fournisseurs. Et donc voilà, donc pas forcément beaucoup plus de critères, en tout cas de commentaires sur cet aspect-là qui correspond encore une fois à ce qu'on a toujours présenté historiquement. Sur la partie RSE, Guillaume? Sur notre démarche RSE qui est native dans ce projet, on avait déjà des gros engagements sociétaux. On est notamment mécène d'une association qui s'appelle Sol Solidaire et puis de la Banque Alimentaire. Et ça, ce sont bien évidemment des partenariats que l'on fait perdurer. On est également mécène d'un marin, Sébastien Marseille, qui navigue pour une association qui s'appelle Cap Agir Ensemble et dont tout le travail consiste à accentuer l'intégration des personnes en situation de handicap dans le monde professionnel. Sur notre notation, donc on a eu une notation pré-IPO de l'organisme Finance qui nous positionnait assez bien et qui du coup a déclenché chez nous toute une vague de formalisation. Pour résumer, on s'est aperçu à l'occasion de cette notation que de manière intrinsèque, on avait des très bonnes pratiques au sein du groupe. Par contre, maintenant, il fallait les formaliser. Et en parallèle, du coup, on s'est engagé également dans la Convention des entreprises pour le climat, quelque chose qui doit peut-être vous parler, qui était d'abord 150 entreprises plutôt au niveau national et qui a été décliné en région. Et donc, on s'est engagé dans cette démarche afin notamment de pouvoir nous donner des aides pour un développement de nos activités de manière plus régénérative. Donc sur la stratégie de croissance, finalement, on va un peu reprendre ce qu'on a dit historiquement, en tout cas dans le cadre de l'IPO, puisque le premier semestre de l'année correspond à nos attentes et à ce qu'on avait prévu, et donc notre stratégie n'a pas évolué. Nos guidance pour 2025 sont restés identiques, et donc il y a encore une fois un sujet clé d'accélération du maillage territorial sur des régions sur lesquelles on n'est pas forcément très présent. Donc on avait Auvergne à un moment donné, on avait la région lyonnaise, mais là on a Aura, et on a ouvert 2 nouvelles agences. Donc vous pouvez voir que la région d'Auvergne-Rhône-Alpes est bien peuplée maintenant. On a toujours un travail de développement sur la partie PACA, mais on devrait avoir des bonnes nouvelles assez rapidement avec des nouvelles ouvertures d'agences et du recrutement de courtiers sur cette zone-là. Sur la partie Bourgogne-Franche-Comté, c'est aussi des choses qu'on a dans le pipe. On a prévu d'ouvrir quelques agences dans les prochaines semaines sur cette région-là, qui est une région sur laquelle on n'est pas du tout présent aujourd'hui. Et puis le Grand Est, l'idée, c'est de venir staffer des effectifs qui sont déjà présents uniquement à Reims et à Strasbourg, avec potentiellement aussi d'autres nouvelles ouvertures d'agences. Donc on est vraiment
dans notre objectif principal qui est de venir combler les trous géographiques, on va dire, sur la carte. Et puis, dans un deuxième temps, de travailler, enfin en parallèle, pardon, de venir staffer nos agences pour pouvoir avoir un nombre de courtiers qui est supérieur à celui d'aujourd'hui. Pour rappel, une centaine de commerciaux qui sont présents au quotidien pour proposer nos solutions. Sur la partie transition énergétique, donc là, c'est là où on a aussi pas mal travaillé sur le premier semestre. L'objectif, c'est vraiment de venir à la boîte à outils pour nos clients liée à la transition énergétique. Donc, on travaille sur différents aspects, 3 aspects principaux. La mobilité, la partie audit énergétique et la partie audit solaire. Donc, c'est les 3 sujets sur lesquels on va accompagner nos clients avec des produits qu'on va commercialiser principalement aujourd'hui sur notre base client pour essayer de leur donner l'information qui sera nécessaire pour prendre les bonnes décisions. On a vraiment on essaie de conserver cette partie qui correspond à l'ADN du groupe, c'est-à-dire être capable de faire les bonnes analyses de façon indépendante pour prendre les bonnes décisions, comme on l'a historiquement fait sur le courtage. Et donc, c'est dans cette démarche-là qu'on s'est positionné, avec également la capacité à accompagner, un peu à l'image de ce qu'on fait sur nos packs d'accompagnement historiquement, sur la partie transition énergétique, avec un pack MCE vert qu'on a lancé aussi après le premier semestre. Mais ça, c'est vraiment le travail de formalisation de nos packaging qu'on a effectué pendant le premier semestre et qui est aujourd'hui live, puisque on commercialise ces produits tous les jours. Un exemple très, très clair, c'est l'audit PV. L'audit PV, c'est quoi? C'est vous avez une entreprise qui a un projet potentiellement, ou qui voudrait voir si c'est intéressant pour lui d'installer des panneaux solaires, que ce soit au sol, sur des ombrières ou sur un toit. Et donc, nous, on va accompagner les clients pour faire l'analyse de leur capacité de production par rapport aux différentes options qu'ils peuvent avoir, faire l'analyse de leur consommation pour voir s'il y a une capacité d'autoconsommation, donc de consommer la production qui va être effectuée avec les panneaux solaires. Et puis ensuite, on va analyser avec eux les différents scénarios pour essayer de trouver le meilleur ROI pour leur projet. Et donc ça, c'est un service, du coup, qui est fait en interne et qui est commercialisé par nos courtiers auprès de nos clients. Et donc, on a les premiers retours. Et à la fin de ce processus-là, si jamais un client est intéressé ou que l'étude est satisfaisante pour lui et qu'il se dit que telle ou telle façon de faire est pertinente, on va, à l'image de ce qu'on fait historiquement sur les fournisseurs d'énergie, on va être courtier, donc on va aller essayer de trouver l'installateur qui va nous permettre de réaliser ce projet. Et donc, on a réussi du coup avec ce go-to-market à conserver, encore une fois, cette partie analyse indépendante et puis par la suite la capacité à mettre en concurrence différentes solutions et d'accompagner nos clients sur ces choix. Sur la partie internationale, du coup, j'ai un peu évoqué tout à l'heure la partie espagnole, donc on va dire qu'on a continué notre pilote en Espagne, on a testé de nouvelles régions, on a consolidé notre portefeuille de fournisseurs partenaires, aussi testé les différents segments de clientèle, les différents produits. Pour le coup, en Espagne aussi, on commercialise des offres liées à la transition énergétique depuis le début, donc c'est là aussi où on peut capitaliser sur ce qui a été fait en France pour aller plus vite à l'international. Et là, on est dans le moment où on est en train de finaliser notre go-to-market et notamment sous quelle forme développer notre réseau d'agences en 2024 comme c'était prévu initialement. Et puis sur les autres pays, aujourd'hui, c'est plutôt la phase d'analyse encore, comme c'est indiqué dans la phase préparatoire, comme c'est indiqué dans le slide. Encore une fois, notre objectif à la fin, c'est d'arriver à 40 agences. Et donc, encore une fois, sur cette partie-là, on est en ordre de marche. L'Espagne, trouver le bon modèle pour développer sous la forme d'agence. Et puis l'Italie, faire l'analyse pour pouvoir prendre la bonne décision avec toujours cette possibilité qu'on se garde d'une potentielle croissance externe pour lancer l'activité italienne un peu plus rapidement que ce qu'on a pu faire en Espagne. Forcément, de façon organique, c'est toujours un peu plus long. Et donc, nos objectifs, toujours les mêmes. On maintient nos objectifs donnés au moment de l'IPO. Donc, plus de 40 agences, plus de 40% de chiffre d'affaires, 40 millions de chiffre d'affaires avec 10% sur la transition énergétique et 15% international. Et un résultat d'exploitation qui serait multiplié par 2, donc avec un objectif à 5 millions d'euros en 2025. Et pour conclure, avant de passer aux questions, Mathilde m'avait dit 30 minutes, on est pas mal. Pour nous, ce qui est important à retenir en conclusion, c'est qu'on a un modèle de croissance qui est rentable et qui est assez unique, notamment avec ce réseau. Une croissance qui est toujours importante et qui s'est maintenue sur le premier semestre de 2023.
voilà, souvent, quand on a présenté nos résultats, parfois on nous posait la question de savoir si c'était pas la bulle énergétique de 2022 qui nous a aidé à nous développer. Ben, aujourd'hui, on voit que la situation s'est bien étendue et on continue à croître de façon assez importante. Donc nous, on a été persuadés, mais c'est bien aussi de le prouver. Et puis aussi un modèle qui est scalable et duplicable à l'étranger, avec des barrières à l'entrée qui sont pas négligeables. C'est toujours plus compliqué que ce qu'on imagine, notamment dans les plateformes technologiques, notamment dans le fait qu'on ait déjà un parc de clients sur lequel capitaliser. Et puis aussi, ce qui est une de nos clés de succès, c'est la relation qu'on a avec nos fournisseurs d'énergie et maintenant nos nouveaux partenaires liés à la transition énergétique pour pouvoir s'inscrire sur du long terme et toujours pouvoir avoir la capacité de développer leurs produits. Et enfin, le dernier point, c'est le potentiel de marché. Donc, on ne revient pas là-dessus sur les 5% que Guillaume a évoqué. On a un peu plus que 1% de part de marché aujourd'hui. On a quand même travaillé plus sur le premier semestre. Mais du coup, il y a beaucoup de potentiel d'opportunités devant nous sur un marché qui se développe et avec une prise de conscience aussi globalisée, hein, même si le marché, c'est un peu… les prix du marché ont un peu baissé sur le premier semestre. On reste quand même sur des niveaux de prix qui sont 2, 3, voire 4 fois supérieurs à ce que les clients ont connu historiquement. Donc, ça reste un sujet et sur lequel nous, on a pour objectif de pouvoir accompagner nos clients, encore une fois, sur la globalité de cet aspect énergétique. Voilà pour moi. Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation. On va pouvoir passer à la session de questions-réponses. Donc, je me permets de rappeler à nos participants que vous pouvez poser vos questions par écrit dans l'onglet questions qui se trouve en bas de votre écran. Et nous avons déjà des premières questions. La première est, est-ce que vous n'envisagez pas de diversifier votre clientèle en vous ouvrant également aux particuliers? Alors, c'était une question qu'on peut se poser assez régulièrement. C'est les conditions du marché qui vont nous dire si on peut le faire. Aujourd'hui, les conditions du marché sur les particuliers sont vraiment différentes que sur la clientèle B2B. Et notre approche avec des agences locales, etc., qui est quand même assez coûteuse, ne serait pas forcément rentable sur le particulier. Donc le sujet est pas traité, est traité, mais en tout cas pas positivement. On pense qu'aujourd'hui, sur la partie B2B, qui correspond aussi à notre cœur de métier historique, on a beaucoup d'opportunités. Et donc, on préfère se focaliser sur le B2B pour l'instant. Après, la vie d'une entreprise est longue, mais pour le moment, on se pose la question tous les 6 mois, on va dire. Et à chaque fois, la réponse, pour l'instant, est toujours la même. C'est le B2B qui est notre cœur de métier, la façon dont on a l'habitude de travailler et qui est vraiment encore important. Il y a encore beaucoup de potentiel devant nous. Et donc, pas de nécessité aujourd'hui à ouvrir le segment. Par contre, sur le segment B2B, vous avez là aussi une segmentation qui est qui est très diverse et parfois certains aspects à travailler, mais pour l'instant, on reste sur le B2B. Merci beaucoup. Alors, on a eu plusieurs questions que je vais essayer d'un petit peu de condenser sur les offres transition énergétique. Justement, est-ce que vous pourriez un petit peu plus développer ces offres-là? Est-ce qu'il s'agit d'une activité 100% conseil? Quel est le business model? Voilà, on a plusieurs questions, donc je voudrais les regrouper et peut-être rentrer un peu plus dans le détail sur vos offres transition énergétique. Je reprends mon slide, du coup, c'est plus facile. Merci pour la question. Non, mais globalement, c'est une activité qui est au départ de l'activité principalement du conseil, puisque nous, on va vendre une prestation intellectuelle d'audit, que ce soit encore une fois la mobilité, audit énergétique et audit PV. Donc, toute la partie analyse, c'est un produit qu'on va commercialiser auprès de notre clientèle B2B ou de nos prospects et qu'on va leur facturer. C'est ça la question. Et à partir du moment où le besoin a été bien défini après cette étude-là, on va du coup organiser une mise en concurrence avec l'objectif de redevenir courtier ou de rester courtier plutôt et d'avoir une commission qui en tant qu'apporteur d'affaires de la part des installateurs que ce soit des installateurs de bornes, des installateurs de panneaux solaires ou des gens qui font les travaux énergétiques. Donc ça, c'est vraiment notre modèle. Et puis, on a encore une fois créé ce pacte d'accompagnement sur du long terme, puisque la transition énergétique, c'est quand même un sujet qui mérite de travailler sur du long terme avec une réglementation qui évolue, des consommations ou des profils de clients qui vont évoluer. Donc, il y a aussi cette capacité à avoir un revenu récurrent via les packs. Donc, globalement, on a cet acte d'analyse qui est payé par les consommateurs. La partie courtage ou travaux, on va pas intervenir nous-mêmes, mais on va vraiment mettre en concurrence différents prestataires. Et puis, en toile de fond, la capacité à avoir des abonnements de façon ce qu'on appelle les packs sur du long terme pour avoir aussi pour nous une récurrence de revenus.
Donc on a repris un peu la recette de ce qu'on faisait sur la partie fourniture d'énergie en l'adaptant à notre business de transition énergétique. Pour compléter ce que dit Charlie, on reste véritablement sur notre ADN qui est le tiers de confiance et aider nos clients à réaliser de vrais choix, enfin des choix éclairés en tout cas. Et ça a été assez plébiscité par nos clients qui, dans des domaines qui leur semblaient assez complexes, assez techniques, eh bien, on avait la capacité du coup de leur apporter de la connaissance et de leur permettre derrière de faire des choix, de poser des choix en toute connaissance de cause. Après, aujourd'hui, c'est principalement ces offres-là, elles sont principalement poussées encore une fois à notre clientèle existante, parce qu'on a fait le choix de servir en premier, on va dire, les gens qui nous ont fait confiance historiquement. Et donc, c'est eux qu'on accompagne dans les. On aura normalement un communiqué de presse dans les prochaines semaines avec quelques références qui sont prestigieuses. Donc, on est assez content du lancement de cette activité-là. Et encore une fois, quand on éprouve nos nouveaux produits auprès de notre clientèle, elles sont plutôt bien reçues. Merci messieurs pour vos réponses complètes. On a une question sur les charges du personnel qui ont progressé donc de plus de 60% au premier semestre. Est-ce que vous pourriez donner un peu plus de détails sur les recrutements opérés Est-ce qu'il s'agit de postes clés, la typologie des postes Est-ce qu'il y a des hausses de salaire? Est-ce que surtout il y a des nouveaux recrutements qui sont prévus pour le deuxième semestre de cette année? Donc il y a plusieurs éléments de réponse forcément. Il y a déjà la première élément de réponse, c'est qu'on compare la fin de S1, enfin S1 2022 à S1 2023. En 2022, on n'avait pas l'activité espagnole qui vient rajouter des charges. On n'avait pas l'activité de transition énergétique. Donc si je mets de côté ces nouvelles initiatives qui forcément ont un coût, dans les autres initiatives, il y a deux principales. La première, c'est le recrutement d'un staff qu'on n'avait pas historiquement, donc que ce soit sur la partie financière, sur la partie RH, sur la partie juridique. Donc globalement, un staff pour aussi asseoir le groupe avec des expertises qu'on n'avait pas en interne, ou qui étaient portées par Guillaume ou moi, donc qu'on avait, mais à temps partiel, on va dire. Donc l'introduction en bourse rendait aussi cet aspect-là nécessaire. En termes et l'autre axe de recrutement, c'est vraiment de pouvoir accompagner les agences dans leur développement. Donc on a pas mal recruté au niveau des équipes de support, que ce soit au niveau du pricing, donc c'est les gens qui sont en relation avec les fournisseurs, que ce soit au niveau de l'animation, c'est un nouveau poste qu'on a créé aussi cette année. Donc c'est des gens qui vont faire le lien entre les agences localement et puis le siège, métier qui encore une fois n'existait pas. Et puis surtout les activités support qu'on peut avoir dans notre activité. On a aussi pas mal investi dans l'équipe IT. Hein. Ils étaient, je pense, 3 en S1 2022, aujourd'hui ils sont 7 ou 8. 7 personnes. Donc voilà, donc c'est un peu partout, mais les axes pour nous, c'est vraiment d'être en capacité de pouvoir accompagner nos agences dans leur développement, que ce soit avec les nouvelles offres ou dans les activités historiques, mais avec un besoin de support important. Ce qui est dans le plan pour les prochaines semaines, on va dire, au plan de recrutement, aujourd'hui, on a encore quelques postes ouverts en interne qu'on est en train de staffer actuellement. Mais on va dire que le gros du développement, en tout cas du recrutement, a été effectué, forcément. Après, dans les chiffres, c'est toujours un peu en décalé, hein, parce que quand il y a quelqu'un qui rentre au milieu de l'année, sa charge, on la constate aussi à la fin. Donc, il faut s'attendre à ce que les charges du personnel soient plus importantes sur S2 que sur S1. Mais globalement, on a quand même staffé nos équipes comme on le voulait. Encore une fois, il y a quelques postes à pourvoir encore, mais l'idée, c'est vraiment aussi de se préparer à l'évolution qu'on va avoir sur le marché et notamment avec la croissance des agences. La prochaine question concerne la concurrence. Donc, quel est votre positionnement par rapport à vos principaux concurrents? Je vais répondre. Je te la donne. De notre côté, on va différencier les concurrents selon deux axes. C'est leur capacité à aller proposer des offres au-delà du courtage. Et puis un deuxième axe qui va être leur proximité par rapport à leurs clients. Du coup, on va être assez développé dans ces deux axes. Dans le paysage concurrentiel, on va avoir quelques gros acteurs avec des modèles totalement différents, soit uniquement axés sur la négociation des prix, donc sur le courtage, ou alors des acteurs qui vont être moins en proximité avec leurs clients. Au milieu de ces différents acteurs, on va avoir
un ensemble de beaucoup plus petits acteurs qui vont avoir davantage une taille comparable à celle de nos agences. Et donc, en cela, on se différencie réellement de par, encore une fois, ces deux axes. Capacité à répondre aux besoins de l'ensemble de nos clients sur différents sujets, et puis la forte proximité, comme vous l'avez pu voir. Vous avez pu le voir, on s'instaure véritablement dans nos territoires avec des nouvelles agences à Sarlat et bientôt en Bourgogne. Merci beaucoup. La prochaine question, c'est est-ce que vous pourriez nous préciser votre financement, donc type d'emprunt, coût moyen, dette nette, objectif, politique, court, moyen, long terme, augmentation de capital, emprunt, voilà. La question est large, si vous pouviez... Non, mais globalement, ça va être assez simple finalement. Oui. La question est large, mais la réponse va être simple. Historiquement, on avait fait un emprunt auprès d'une banque pour pouvoir développer l'activité espagnole, donc de 400 000 euros qu'on a commencé à rembourser. Enfin, une banque et la BPI, pour être exact, à moitié-moitié. Et depuis, on n'a jamais fait d'autres emprunts. Donc, en gros, les fonds aujourd'hui, c'est principalement, outre notre activité, mais en tout cas, c'est la levée de fonds de mai, avec l'IPO. Merci. C'est simple. Question longue, réponse simple pour une fois. La meilleure réponse. C'est concis et c'est très clair. On a une nouvelle question concernant donc vos clients. Comment vous trouvez vos clients et quels seraient vos objectifs en termes de nombre de clients futurs? Voilà. Est-ce que vous êtes fixé un objectif? Alors, les objectifs dans le nombre de clients, on les communique pas. On les trouve, nos clients, déjà par l'activité même de nos agences qui rayonnent sur leur territoire, qui prospectent sur leur territoire. On va les obtenir également en passant des accords, notamment des types d'accords cadres avec des fédérations, ce qu'on a beaucoup développé cette année, avec quasiment une vingtaine d'accords cadres de fédérations ou d'activités spécifiques ou de groupements ou de franchises qui vont véritablement apprécier notre approche de possibilité de négocier en amont des accords et puis de le voir répercuter au plus proche de leurs adhérents sur le territoire. On va avoir quelques prospections données par le siège, notamment tout l'ensemble des leads web. Et ainsi, il y a un équilibre entre le travail de prospection propre à l'agence et puis un apport non conséquent en tout cas, de matière par le siège qui va faire transiter ça à l'ensemble de nos licenciés de marque. Merci Guillaume. Alors là, on a une question un peu sur vos éléments financiers. Quelle est la différence entre les 7,3 millions d'euros qui ont été levés et les 6,2 millions d'augmentation de capital en tableau de flux de trésorerie? Hop. 6,2 millions. Je sais pas si c'était ici, non, c'était sur la... Ici. Je pense qu'il est en annexe. Ok. Ah, c'est dans l'annexe. Ok, donc c'est pas là. Du coup, je l'ai pas mis. 3. Globalement, la différence entre le montant de la levée et le montant, et le montant net, on va dire, c'est les coûts relatifs à l'IPO. Donc c'est ça la réponse, c'est que quand vous lancez cette procédure d'introduction en bourse, vous avez des charges, et donc c'est principalement ça qui explique la différence. Merci beaucoup, Charlie. Alors, nous avons une nouvelle question, recevabilité d'une question telle que comment réduire le coût du chauffage d'une copro de 65 logements par le photoélectrique ou pompe à chaleur, aide nouvelle de l'État en vue d'une transition écologique réussie. Je suis désolée, donc du coup je pose la question en direct, mais est-ce que peut-être la personne qui nous a posé cette question pourrait préciser sa question? En tout cas, ce que notre société peut faire pour cette copropriété, c'est déjà rationaliser l'ensemble des contrats d'approvisionnement, que ce soit de la chaufferie actuelle et puis de sa consommation électrique. Et ensuite, on travaille régulièrement, notamment avec des copropriétés, pour analyser l'ensemble des pistes et justement le cadre réglementaire qui va donner lieu à des aides ou pas en fonction des consommations. Mais encore une fois, au sein des copropriétés, il y a une diversité de cas qui sont derrière. Donc ça, ce sont des missions que nos équipes font très régulièrement. Donc voilà, je n'ai pas forcément les détails de la demande, je ne sais pas si je réponds à la demande. En tout cas, que cette personne n'hésite pas à nous confier son dossier et puis on trouvera sûrement des pistes d'optimisation.
Je rappelle que voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, même à l'issue de ce webinaire. Vous pouvez vous poser vos questions sur le site investisseur de la société et puis on pourra vous répondre par écrit ou par téléphone si besoin. Nous avons eu quelques questions sur le cours de bourse. Voilà, depuis l'IPO, est-ce qu'éventuellement vous pouvez commenter voilà, cette évolution depuis votre introduction en bourse? On l'attendait un petit peu, Mathilde, cette question. Non, bon, globalement, je pense que tout le monde a conscience que d'une manière générale, nous, on est une entreprise et donc notre métier, c'est de gérer la croissance, la rentabilité de cette entreprise et d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Aujourd'hui, les résultats qu'on vous présente aujourd'hui et l'activité, ça correspond à ce qu'on avait prévu. Ça correspond aussi à ce que l'analyste avait prévu pour nous. Donc, un peu comme tout le monde, on est un peu surpris du baisse du cours de l'action assez forte. De ce qu'on comprend, il y a quand même un contexte qui est assez compliqué pour beaucoup de small cap en France. Et donc, on est un peu victime aussi de ce contexte-là. Et de ce qu'on a compris aussi, c'est qu'il y avait une personne ou un fonds qui avait la volonté de vendre une partie de sa position, mais qui était la position d'MCE, mais aussi de sa position chez d'autres acteurs. Et la liquidité du marché a fait que ça a eu un impact assez fort sur le cours. Encore une fois, pour nous, on est confiant sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On espère que la publication qui était attendue aussi va rendre la confiance ou apporter un nouveau gain de confiance pour faire venir des nouveaux actionnaires. Voilà, donc je pense qu'il y a des éléments extérieurs qui expliquent le cours de l'action, mais si on réfléchit et qu'on se pose la question sur est-ce que notre activité correspond pas à ce qu'on avait prévu, est-ce que l'évolution du marché rend le contexte compliqué, pour nous on est vraiment positif, donc encore une fois surpris par l'évolution du cours qui est apparemment lié à un élément extérieur et assez confiant sur le fait que le cours puisse repartir dans la bonne direction. Parce qu'on tient nos objectifs à date, donc on est un peu dubitatif. Merci beaucoup. On a deux questions. Quel était votre objectif lors de votre introduction en bourse? Je pense que donc la question c'est pourquoi une introduction en bourse? Est-ce que vous envisagez de verser des dividendes? Donc notre objectif était multiple, hein. Forcément, le premier c'est de lever des fonds hein, pour pouvoir nous accompagner dans notre développement, ça c'est assez classique. Après, la question de savoir pourquoi à bourse et pas pourquoi d'autres sujets, la réponse principale, c'est que nous, on a une activité où la notoriété et la crédibilité est importante. Et donc, c'est aussi ce qu'on a été chercher avec la bourse plutôt que encore une fois, d'autres sources de financement. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans le quotidien, on peut en profiter quand vous recrutez quelqu'un entre un acteur concurrent, même s'il travaille très bien, une entreprise cotée en bourse, peut-être que des fois, ça va rassurer sur la crédibilité. Quand on va parler avec des fournisseurs d'énergie, quand on va parler avec des fournisseurs de prestations de transition énergétique, c'est la même chose. On est crédible. Les gens sont assez rassurés pour que mon courtier d'énergie soit un porteur d'offres. Et puis, c'est la même chose sur les clients. En gros, les consommateurs aujourd'hui, nous, on veut être le tiers de confiance. Donc, le tiers de confiance, c'est la confiance. Et la bourse, comme on l'avait imaginé initialement, on pouvait l'anticiper, est un vecteur de confiance. Donc, pour le coup, on est content du choix qui a été effectué. Et sur la partie dividende, je vais vous répondre ce qu'on a répondu historiquement. On a toujours versé des dividendes historiquement au niveau du groupe. Et on n'a pas mis ça comme guidance ou comme objectif dans le document d'enregistrement. On a toujours exprimé notre volonté à continuer à verser des dividendes comme on se l'a fait, alors dans un cercle plus restreint historiquement. Et après, ça va dépendre des résultats et puis de la situation à l'instant, à ce moment-là. Mais donc, ce sera a priori versé de façon annuelle pour le coup. Et on fera le bilan à la fin de l'année, dans quelques mois maintenant. Merci. On a une petite question technique sur le BFR. Donc, il y a une variation négative du BFR au premier semestre. Est-ce que ce BFR va se normaliser au second semestre? Alors, c'est une bonne question. Globalement, le BFR, pour nous, c'est quel va être le délai de paiement des fournisseurs d'énergie. Et donc, ça va dépendre du mix de fournisseurs d'énergie. Donc, quand on voit évoluer le BFR de la fin de l'année fin de l'année dernière avec le S1, c'est sur le bilan, donc c'est vraiment une photo.
Donc, selon les fournisseurs avec qui on a vendu, pour qui on a vendu des contrats dans les 2 derniers mois avant la clôture, vous pouvez avoir des visions totalement différentes. En réalité, pour nous, c'est juste que potentiellement, là où on est payé à 30 jours à droite, on va être payé à 60 jours max à gauche. Donc, c'est pas des gros impacts pour nous. Par contre, en effet, ça se voit quand on fait l'analyse du BFR. Donc, pas de sujet parce que c'est pas lié à des mix de produits ou de business model. C'est vraiment uniquement la photo et notre mix de fournisseurs avant la photo. Voilà. Donc, la réponse, ça pourrait être que la situation s'améliore sur S2, mais qui pourrait être juste parce que les fournisseurs avec qui on travaillera principalement sur le dernier trimestre, donc aujourd'hui, ont une politique de paiement plus rapide que les autres. Et encore une fois, ça varie de 30 jours à 60 jours. Hein, donc, on n'est pas sur des variations non plus énormes. C'est juste qu'il y a certaines boîtes qui ont des politiques de payer à 60 jours. Et donc, c'est pour nous pas un critère de choix forcément. Aussi dans un contexte où on a une trésorerie qui est importante. Donc, on n'a pas de problématique à attendre 30 jours. On a aussi fait le choix de ne pas forcément réimpacter ça à nos agences pour les garder dans la dynamique de recrutement, etc. Donc, on fait un peu le banquier pour 30 jours. Mais bon, ça se voit sur le BFR, mais c'est encore une fois pas significatif pour nous d'un point de vue business, non plus d'un point de vue trésor. Ce qui va nous guider, ça va être en permanence la recherche d'offres qui convient et qui correspond à nos clients. C'est vrai que c'est un choix que l'on a fait dès le début, c'est de ne pas du tout aller mettre un fournisseur en avant plus qu'un autre. Et donc, c'est ces différents aspects que vient d'évoquer Charlie, qui sont notre réalité. Du coup, on ne souhaite pas du tout que ça intervienne à un moment ou à un autre dans le choix d'un fournisseur. Donc, ça se voit dans notre bilan, mais c'est véritablement sans conséquence sur notre activité. Merci beaucoup pour vos réponses. On a une nouvelle question, donc un peu plus, on va dire, générale. Est-ce que des prévisions sur le coût des énergies sont disponibles? Par qui? Et par qui sont-elles validées? Sur quelle durée? Est-ce que vous avez peut-être des informations à communiquer à nos actionnaires qui nous écoutent? Alors, c'est les sujets qu'on nous pose souvent. Et déjà s'inscrire à notre newsletter. Non, mais globalement, vous avez plusieurs choses à faire. La réponse, elle est complexe parce que vous avez comment vont évoluer les prix d'énergie sur du long terme et comment on imagine. La réponse que nous, on a aujourd'hui et qu'on donne, c'est que globalement, il faut s'attendre à ce que la bulle de prix se réduise encore un petit peu. Hein, il y a encore un potentiel de baisse aujourd'hui sur les marchés. À long terme, hein, j'entends, parce qu'après, sur du quotidien et sur des marchés qui sont très volatiles, c'est un peu plus compliqué. Mais globalement, on s'attend à ce que les prix continuent à baisser un petit peu, notamment sur l'électricité. Le gaz, c'est un peu différent. Par contre, ce qui est aussi assez partagé par beaucoup de gens, c'est que les prix retrouveront pas, en tout cas de façon durable, ce qu'on a connu avant la crise en Ukraine. Donc, il faut imaginer à ce que sur la partie vraiment pure énergie marché, on restera pendant assez longtemps sur du x2 par rapport à ce qu'on a connu historiquement. Par contre, il y a des moyens de contrecarrer cette augmentation. Et là, c'est là où on va accompagner nos clients au quotidien sur quelle stratégie de couverture on peut mettre en place. Donc aujourd'hui, on peut couvrir à 4 ans le prix de l'énergie pour répondre à cette question. Et puis, parce qu'en fait, il y a des produits financiers qui existent et qui vont aller vous donner le prix de référence qui servira au fournisseur à vous faire une offre. Donc, si vous allez sur soit vous êtes inscrit à notre newsletter et on peut vous inscrire par la suite, soit vous allez sur des sites où vous pouvez voir les prix de la bourse de l'électricité ou du gaz naturel sur du long terme. Pas forcément toujours facile de s'y retrouver, donc on vous invitera plutôt à vous inscrire à nos newsletters. Mais globalement, c'est possible d'anticiper les prix. Et c'est surtout important de bien comprendre l'environnement dans lequel on travaille pour pouvoir prendre les bonnes décisions selon le contexte. Donc, dans les marchés très très hauts, plutôt se couvrir à court terme. Dans des marchés plutôt baissiers, potentiellement profiter des opportunités pour se couvrir à long terme. Alors, ça, c'est les grandes lignes. Et après, il y a tous les cas de figure. Mais c'est vraiment le métier. C'est les discussions qu'on a au quotidien avec nos clients entreprises. On a à cœur de vulgariser l'information. On va disposer de beaucoup d'outils de suivi des marchés. Donc, c'est effectivement très technique pour le coup. Et on a à cœur à chaque fois de vulgariser, de vous permettre d'avoir, alors on fait la promotion de notre newsletter, mais n'hésitez pas encore une fois, et à nous faire des remarques dessus, s'il vous manque des éléments, mais pour vous donner une vision claire de ce qui se passe, des tendances du marché, et puis vous permettre éventuellement d'anticiper justement, soit des fournissures, alors si vous êtes l'un de nos clients ou si vous souhaitez le devenir, et soit ne serait-ce qu'avoir une vision condensée du marché à un instant T.
Eh ben, merci beaucoup, messieurs. C'était la dernière question. Et puis, on arrive à l'heure du webinaire. Donc, voilà, je pense que je vais vous laisser la parole pour le mot de la fin. Je rappelle juste à nos participants que le replay sera disponible en ligne à partir de demain. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions sur le site investisseur de la société. Voilà. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci, messieurs, pour votre présentation. Du coup, merci à tout le monde pour votre présence. Encore une fois, je pense que le mot d'ordre pour nous, c'était de vous exprimer une première communication post-IPO qui était plutôt dans le bon sens, encore une fois, qui correspondait à ce qu'on avait prévu. Et donc, on travaille au quotidien avec Guillaume et avec nos équipes pour continuer à atteindre ces objectifs-là, les objectifs qu'on s'est donnés. Et puis, on va aussi travailler sur la communication pour un peu plus de récurrence, pour pouvoir apporter aussi plus d'informations. C'est un peu nouveau pour nous, le monde de l'IPO, donc c'est vrai qu'on doit aussi s'adapter. Encore une fois, je pense que vous pouvez être rassurés sur le fait que la société est bien contrôlée, se développe bien et correspond à ce qu'on vous a présenté, ce qu'on a vendu historiquement. Merci à tous en tout cas. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis. N'hésitez pas si vous avez des questions à posteriori. On se fera une joie d'y répondre. Merci Mathilde. Merci Mathilde. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.